Bien le bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne Rode Jordi où nous continuons avec notre série de vidéos sur l'administration réseau avec Packet Tracer. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on introduit une nouvelle notion qui est le routage dynamique avec l'OSPF. Donc, dans les vidéos précédentes, naturellement, on avait vu un peu la différence entre le routage statique et le routage dynamique. Et on a un peu fait les comparaisons, savoir les avantages et les inconvénients. Donc, le routage dynamique, tout comme le routage que nous avons fait à la précédente vidéo, qui était le routage dynamique RIP V2, ici on a le routage OSPF qui a été créé à la suite, juste après le routage RIP V2, le protocole RIP V2. Donc, l'OSPF, on va dire, c'est un peu l'enfant du RIP, parce qu'il a été créé justement pour combler les limites du RIP. Donc, alors, c'est quoi OSPF? OSPF, on l'appellera ici Open Shortest Path First. Pourquoi? Parce que c'est un protocole ouvert et standardisé par l'IETF, donc non propriétaire. Donc, ici, avec l'avantage de l'OSPF, c'est que le routeur connaît intégralement tous ses voisins. Sans faire exprès, il connaît tous ses voisins. Il est capable de prendre des décisions de manière automatique sans toutefois nécessiter une configuration quelconque. Alors, l'OSPF fonctionne avec ce qu'on appelle des ARIRA ou zones. Donc, en gros, c'est quoi? L'OSPF ici va diviser les grands réseaux en zones appelées ARERA pour mieux organiser les routes. Donc, la zone principale ici va s'appeler ARERA 0 ou zone 0 ou backbone. Donc, toutes les autres zones doivent se connecter à la zone 0. Donc, cela permet de réduire le trafic de routage et faciliter la gestion des routes dans les grandes infra en fait. Alors, pourquoi l'OSPF? Bah, simplement, comme j'ai dit tantôt, l'OSPF a été ici créé pour remplacer le RIP, donc qui était trop limité. Donc, le RIP, par exemple, ne fonctionne pas bien, fonctionne, on va dire, entre guillemets, que dans des petits réseaux. Donc, il est lent à réagir au changement et ne prend pas en compte le nombre de sauts. Donc, c'est un peu ça. Donc, qui fait un peu une petite différence, les raisons pour lesquelles on a opté pour l'OSPF. Alors, les avantages et les inconvénients de l'OSPF, c'est que, bon, ça, on fera ça sur un petit tableau que j'ai mis juste en bas. Ce sera beaucoup plus simple, qui est là. Donc, si on fait une petite comparaison, qui est comparaison avec le protocole RIP et l'OSPF, c'est ici, on a l'OSPF qui est link state et le RIP ici qui est distance vector. En fait, l'OSPF connaît l'état de tous les liens du réseau. Pourtant, le RIP ne connaît que la distance en nombre de sauts vers chaque destination. En gros, ça veut dire l'OSPF lui connaît les routes. Par contre, le RIP lui connaît le nombre de sauts qu'il doit faire pour aller pour transférer les paquets d'un point à un autre. Et au-delà de 15 sauts, le RIP ne sait plus fonctionner normalement. Pourtant, l'OSPF lui connaît la route. Donc, au niveau des algorithmes Dijkstra et Bellman-Ford, l'OSPF calcule mathématiquement plus précis. Donc, RIP fait des calculs simples mais quand même assez optimal. Au niveau de la convergence, l'OSPF met rapidement à jour les routes en cas de changement. Pourtant, le RIP prend plus de temps. Au niveau de la taille des réseaux, naturellement, l'ESPF gère une grande taille des réseaux. Au niveau du coût du lien, ici c'est très important parce que l'ESPF choisit les routes selon l'état de la bande passante à l'instant T. Ça veut dire plus vous avez une grosse bande passante qui est, on va dire, allouée à un réseau, à un certain nombre de routeurs. Si cette route est optimale, l'ESPF automatiquement sait que c'est la bonne route à prendre pour pouvoir acheminer les paquets. Donc, au niveau des sauts, naturellement, l'ESPF est limité, pourtant le RIP s'arrête à 15. Au niveau des zones, le protocole RIP n'a pas de zone ARERA et au niveau de la configuration, naturellement, l'OSPF reste assez complexe. Donc, voilà, c'est bien beau de parler de théorie, mais ici, on va un peu aller dans un cas plus pratique qui est tester un peu la configuration. Donc, techniquement, comme on a vu précédemment avec le RIP, ici, configurer l'OSPF, c'est un peu le même protocole, la même méthode qu'on a utilisé précédemment pour faire les configurations pour le RIP. Donc, si on prend juste notre configuration qui est là, on fait par exemple un exit. Hop. Alors, conft. Là, on est sur le routeur 2 qui est celui-là.
On va par exemple dire routeur OSPF. On prendra peut-être un, on pourrait prendre deux ou trois. Ça, on s'en fout. Et là, tout ce qu'il faudra faire, c'est lister tous les réseaux qui sont autour du routeur. Donc, on prendra ce réseau, on prendra ce réseau, on prendra ce réseau, on prendra ce réseau. Donc, si par exemple, là, je lui mets juste network. Allez, on part 192.168.5.0 en slash 24. Naturellement, si vous configurez et que vous oubliez de préciser l'ARIA, donc naturellement, comme on a expliqué précédemment l'importance de l'ARIA, si on configure sans préciser l'ARIA, c'est, on va dire, entre guillemets, carrément impossible que l'OSPF puisse être implémenté. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas être implémenté? Parce que l'OSPF il est censé diviser les grands réseaux en zones, donc, et pour mieux organiser les routes. Et la zone principale s'appelle l'ARIA 0. Donc, toutes les autres zones doivent se connecter à l'ARIA 0. Cela permet de réduire le trafic et d'éviter les pannes. Donc, c'est impossible de configurer euh, l'OSPF sans préciser les sous-zones. Et c'est cette grande, voilà, cette grande technologie ou cette innovation qui a permis de surmonter les problèmes du RIP. Donc, voilà, tout ce qu'il faudra faire ici naturellement, c'est préciser. Hop, je bouge un peu ça. Aérer à 0 par exemple. Là, ça c'est fait. Après, une fois que ça sera fait, vous voyez là, il a essayé d'établir une connexion. Ok, et après, on va passer au réseau 6. Donc là, on vient de finir le réseau 6. Le réseau 6, maintenant, on prend les réseaux qui sont là. Donc, il ne faut surtout pas prendre les réseaux que le routeur ne connaît pas. On prend uniquement les réseaux que notre routeur il connaît. Donc, le prochain, c'est donc network 70, 70, 70, 60.0 en slash 30. Arrière à 0, hop, et là on met aussi le réseau d'en bas qui est à la 50. Donc techniquement pour ce routeur c'est fini, on peut faire un exit. Bon, là on a ajouté ce réseau, on a ajouté ce réseau, on a ajouté celui-ci et on a ajouté celui-ci. Donc on peut passer au routeur suivant qui est le routeur 1. Ici même configuration. Conft routeur OSPF 1 network 192.168.3.0. Tac 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 0. Regarde, 0, on a déjà mis le 3. Et après le 3 qui suit, c'est le 4. Après le 4 qui suit, c'est 70, 70, 70.70.60 en slash 30. Et après qui suit, c'est le 70, 70 en slash 30. Voilà. Une fois que c'est fait avec ce routeur, on peut également sortir. Bon, on note que ça c'est les configurations basiques de l'OSPF sans ici on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment mis on n'a rien fait d'intéressant. Donc là on s'est vraiment limité à des trucs assez simples en fait. Donc, là c'est fait et voilà le routeur suivant qui est le routeur 0. Pareil ici, bon, vous voyez ici qu'on a déjà de l'OSPF ici qui a établi une route avec certains trucs, même si on n'a pas encore fait de configuration ici. Alors, on peut faire la même chose. Routeur OSPF 1. Allez, network, on prendra également la même chose ici. 70, 70, 70.0.
arrière 0, puis le réseau d'à côté qui est la 50. Ok, puis l'autre réseau 192.168.1.0/24. On dit invalide, ouais, il y a un 0 en trop. Ok, et puis on prendra la 2. Donc, en gros là, c'est fait. Si on essaye donc de checker un peu nos routeurs. Alors, le routeur 2, il connaît quel réseau? Si on dit genre show IP route au SPF. Non, il faut un do là. Hop. Voilà. Donc, en gros, notre routeur qui est là. Qui est ce routeur? Le routeur 2, il connaît la 70. Parce que vous voyez, les routes en OSPF sont généralement en haut. Donc, si on essaie de faire un show IP route de manière générale, vous avez tous ces routes qui sont là. On a les routes en C, en L, en O, en O, en OB. Là, on va essayer de faire les routes avec précision pour juste afficher nos routes OSPF pour être sûr que notre table de routage ne nous joue pas des tours. Donc là, c'est notre table de routage. En gros, l'OSPF, il connaît la route 70, 70, 70.0. Parfait. Il connaît la route 192.0. Donc il connaît le réseau aussi. 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 Et techniquement, il est capable d'acheminer du trafic partout là. Bon, naturellement, il ne connaît pas, il connaît son réseau. Il n'a pas besoin d'afficher dans sa table de routage parce qu'il connaît son réseau. Il connaît celui-ci, il connaît celui-ci. Donc, si depuis ici on essaie de faire un ping depuis le routeur vers peut-être PC par exemple, 192.168.1.2, voilà, on voit très bien que il peut acheminer le paquet vers là. Pareil pour si en haut. Donc, si on prend dans le routeur 0, sans même afficher la table de routage ou SPF, on doit pouvoir avoir ce réseau et les 4 autres réseaux-ci dans la table de routage ici. Donc, si on fait un do show IP route, non, pas besoin de do ici, show IP route juste. Show IP route au SPF. Pareil ici, vous voyez, il connaît le réseau 70 qui est là. Il connaît la 3 qui est ici, il connaît la 4 et puis il connaît aussi la 5 et la 6 qui sont là. Donc techniquement le routeur 0, si vous lui demandez de ping un PC par exemple là, sans problème pour lui, il pourra ping par exemple le PC en vert qui est là, la 3.2, 192.168.3.2, hop, pas de souci. Donc, pareil pour le routeur 1, si on lui demande d'afficher ses routes, techniquement, il devra connaître ces réseaux et les 4 réseaux qui sont en bas. Donc, si on fait un show IP route OSPF, hop, on a bien les 5 routes, la route qui devait être au réseau et la route vers les autres réseaux. Donc, en gros, si on fait un ping de la 192.168 du réseau qui est là en 1.2, 1.2, techniquement, les paquets peuvent aller. Ça veut dire que en prenant par exemple une enveloppe là, en la mettant là, on va d'abord faire un delete. En prenant une enveloppe simulation, tac tac tac. Prenez une enveloppe là, en la mettant par exemple là, et en prenant une autre enveloppe là, en la mettant par exemple là, et en prenant une autre enveloppe là, en mettant par exemple là, et en faisant le trafic, on a naturellement tout qui tout le réseau qui fonctionne normalement.
les paquets qui sont envoyés. Naturellement, il faut un peu de temps pour que tout se mette à jour, mais voilà. Donc, là, vous avez les paquets qui vont circuler dans tous les sens et là, ça va super bien. Donc, l'un des avantages aussi de l'OSPF, c'est qu'il peut faire de la redondance. Donc, ici, la redondance, c'est super important. Donc, pour vous, la redondance, c'est quoi? C'est juste la capacité que le réseau a de pouvoir pallier aux pannes. Donc, être capable de fonctionner malgré que il y a eu un accident ou une panne. Donc, on va faire un test assez simple. Donc, si on prend par exemple le trafic qui va de là vers là, et qu'on met par exemple un pli, le paquet il passe par le routeur 2, puis il passe par le routeur 1 avant d'aller vers le paquet vers le routeur 2. Donc là maintenant, on va faire ce qu'on appelle une simulation de panne. Simulation de la panne. Là, on va simuler une panne sur OSPF. Donc, là, on va briser ce lien, hop, et voir ce qui va se passer avec notre paquet. Allez, on met play, on voit qu'il arrive sur le routeur 2. Qu'est-ce qui se passe? Il dirige directement le trafic vers le routeur 0 et il redirige le trafic sur le routeur 1. Là, on a fait une simulation de panne. Donc, si on fait un CTRL Z là et on décide par exemple cette fois-ci de faire un ping avec une enveloppe qui va de là vers là et on met un play et on se prépare par exemple à couper la panne ici, hop, pendant que le paquet est en train de passer, on met un play, hop, là, qu'est-ce qui se passe? Là encore, pareil, le paquet va par là, puis il vient sur ce routeur et avant de aller sur notre PC. Donc là, vous voyez un peu la capacité du routage dynamique à réagir d'une manière tellement rapide pour pouvoir acheminer le paquet. Et le gros avantage d'un tel routage, c'est vraiment qu'il est redondant aux pannes. Donc ça, c'était tout pour cette vidéo sur le SPF. Donc là, on n'a pas fait de configuration assez précis. On n'est pas vraiment entré dans les détails de configuration en gérant les paquets, en filtrage de paquets. Là, on est vraiment sur une formation, non, sur on va dire sur une configuration basique. Parce qu'il y a des configurations un peu plus poussées qui permettent de filtrer les paquets, de trier, de choisir la route la plus courte, la route la plus longue. Mais là, on est vraiment sur une configuration assez simple pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'SPF, le fonctionnement des réseaux. C'est super important de pouvoir d'abord avoir ça à l'esprit et de pouvoir d'abord canaliser ça et d'être capable de mettre une telle configuration en place sans toutefois se casser la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'administration Cisco avec Packet Tracer. Voilà, c'était Rod Jordi. Ciao.